nous allons donc accueillir le prof Gilles Boeuf, le président du Muséum national d'histoire naturelle, qui nous fait l'honneur de venir, qui va nous faire une présentation plus détaillée sur la chimiodiversité et la biodiversité marine et les applications médicales qu'on peut en tirer. Merci beaucoup, bonjour à tous. Ce matin, j'aurais dû garder ma combinaison de plongée pour venir à Biarritz, vous voyez. Je suis arrivé complètement trempé. Bon, je vais laisser ma veste ici sur la chaise. Bonjour à tous, merci Guillaume de m'avoir invité à cette manifestation. C'est vrai que je parle beaucoup partout des océans, de la biodiversité marine. Je me suis battu assez violemment la semaine dernière sur l'interdiction des pêches profondes, par exemple. Vous avez dû voir ça dans les différents médias. On a sorti un papier hier dans le New York Times et dans le Herald Tribune, justement, sur cette question d'autorisation ou non des pêches profondes au-delà de 2 km dans l'océan pour débarquer une ressource dont l'humanité n'a pas besoin et qui va dramatiquement détruire des écosystèmes qui ont mis des centaines ou des milliers d'années à grandir. Donc le combat, il est vraiment permanent. Alors ce matin, je vais vous parler... Non, faites annuler là. Et je vais vous parler donc ce matin, moi, de biodiversité et de santé publique. Alors je vais commencer par des considérations générales sur ce qu'est la biodiversité et on va venir rapidement à l'océan plus particulièrement. Alors ici, je vous ai mis une image, en fait, je vais tout vous mettre, voilà, sur ce que les gens imaginent être la biodiversité. Ici, nous sommes à Espiritu Santo. Il y a maintenant, c'est en 2006, 140 chercheurs sur le terrain pendant 3 mois pour faire un inventaire de diversité biologique. Alors, Espiritu Santo, c'est une île qui est découverte par les Lapita il y a 3000 ans. Ils arrivent avec leurs poulets, leurs cochons, leurs chiens, leurs chats. Donc, ils vont interférer sur les écosystèmes qui étaient là avant que les humains y parviennent. Et on va travailler sur la forêt pristine inviolée du centre d'Espiritu Santo. On va travailler sur la mer, bien entendu. On va travailler sur le karst. Il y a beaucoup d'écosystèmes souterrains. Également sur les jardins. Les jardins m'intéressent beaucoup parce que là, vous avez la confrontation entre la biodiversité amenée par les humains, d'origine bien sûr agronomique, et puis ce qui était là au niveau sauvage auparavant. Donc simplement, cette image, ce sont des microcrustacés. On pouvait trouver jusqu'à 50 espèces nouvelles par jour. Est-ce que c'est ça la biodiversité? Non. Ça, je fais un catalogue. Je fais un inventaire de diversité biologique. Je fais ce qu'on appelle de la diversité spécifique. Ici, c'est le pays où j'habite aujourd'hui. C'est un pays catalan. C'est près de Banyuls-sur-Mer, où vous avez la quasi-monoculture de la vigne. Donc, si je regardais la biodiversité uniquement au niveau des espèces, ça serait assez minable. Et pourtant, chaque mètre carré qui est là vous donne un vin différent. Un vin différent, pourquoi? Parce que vous avez effectivement les cépages, la génétique que l'humain a appliquée à la vigne. Vous avez bien entendu le terroir. On est sur des terrains du sommet de l'Ordovicien, profondément remaniés quand les Pyrénées vont sortir. Vous avez l'altitude, la proximité par rapport à la mer. Et puis vous avez enfin la façon dont le vigneron travaille. Comme en Bordelais, un peu ici au nord, on peut travailler aussi en vieilles barriques de chêne, à l'obscurité, à la fraîcheur. Mais là-bas, chez nous, on travaille aussi en grosses bonbonnes de verre en plein soleil. Le vin, il monte à 70 degrés là-dedans, et ça vous fait des super vintages pour les Banyuls et les Collioures. Tout ça, ce sont des morceaux de diversité biologique. Et je vous ai mis une image un peu plus étrange ici, ça. C'est un tube digestif de bébé humain à la naissance. On a tous été un bébé humain à la naissance à un moment de notre vie, on est tous passés par là, les filles et les garçons. Et lorsque cet enfant arrive au monde, il a un tube digestif quasi vide, il est quasi axénique, il n'y a pas beaucoup de bactéries dedans. Et au moment où la maman met ce bébé au monde, les bactéries du tractus génital de la maman se précipitent. Et dans le bon sens du terme, vous voulez contaminer ce bébé. Un bébé humain, il met 2 ans à stabiliser sa flore. Ici, nous sommes dans la pièce, je ne sais pas, peut-être 150 personnes. Chacun a sa propre flore. Nous sommes issus d'une fécondation croisée avec un papa et une maman. Chacun est unique, puisque nous sommes issus d'un brassage génétique entre un génome maternel et un génome paternel. Donc on a fait du métaséquençage là-dedans avec des collègues récemment. On a trouvé de la place pour un peu plus de 1000 espèces de bactéries. Et on en connaît 480. D'un écosystème aussi incroyablement proche de nous. Il est au sein de chacun de nous-mêmes, on ne connaît même pas la moitié des espèces. Alors imaginez l'océan au large ou la forêt tropicale. Tout ça sont des fragments de diversité biologique. Et quand on parle de santé publique et d'océan, vous voyez qu'il y a un tas de micro-organismes, qu'a évoqué Joël tout à l'heure aussi un petit peu, beaucoup de virus d'abord. La découverte des virus marins, elle est assez récente, ça remonte à 10 ans. Des milliards de virus dans chaque goutte d'eau de mer. Quand vous baignez ou surfez, vous avalez des millions de bactéries et des milliards de virus. Et je vous rassure, vous êtes beau quand même. Vous avez même besoin pour être beau de toute façon. Donc cette symbiose intime entre ces micro-organismes qui ont fait la vie sur la planète depuis environ 3850 millions d'années et le corps humain est fondamentale. Et si c'est vrai pour l'humain, c'est vrai aussi pour le hérisson, c'est vrai aussi pour la girafe et c'est vrai pour la baleine, bien entendu.
Donc on baigne dans cet environnement de diversité biologique. Un humain, c'est à peu près 700 milliards de cellules humaines, des globules rouges, des neurones, des cellules hépatiques, mais c'est aussi au moins 10 fois plus de bactéries dans nous et sur nous, dont nous ne pouvons pas nous passer. Et ça pose des questions médicales extrêmement intéressantes. Escherichia coli, extrêmement banale, on en a partout. On ne peut pas s'en passer. Et un jour, du jour au lendemain, elle vous tue. Voilà de vraies questions environnementales où les médecins ont besoin d'avoir une approche d'écologie microbienne qui est fondamentale. 400 maladies nouvelles chez l'humain depuis 1940. Une grande partie liée aux variations des bactéries du tube digestif. Alors l'humain aujourd'hui, il vit là-dedans, c'est ce qu'il aime, puisqu'en 2007, l'humanité bascule. On passe d'une humanité agricole, on passe d'une humanité dans les milieux sauvages à la ville. Et pour 2020-2025, on sera les 3/4 des humains dans les villes. Et la côte qu'on évoquait tout à l'heure attire ces humains. Moi, je vis de l'autre côté des Pyrénées, à Bagnols-sur-Mer, par rapport à Biarritz, c'est de l'autre côté des Pyrénées, un peu plus vers l'est. Argelès-sur-Mer, 10 000 habitants l'hiver, 300 000 habitants à la fin du mois de juillet. Donc, mesurez l'importance, justement, de ces activités particulières. Alors, la biodiversité, finalement, c'est quoi ? Eh bien, c'est la fraction vivante de la nature, tout simplement. Je vous ai mis ici quelque chose qui est au Muséum à Paris, qui est vraiment moche. C'est un caillou tout noir. Et c'est l'histoire qu'il raconte qui est fabuleuse, ce caillou. On a regardé, bien sûr, les isotopes du chrome sur cette météorite, qui est tombée il y a 150 ans dans le Gers, pas très loin de chez vous. Elle contient effectivement la signature géochimique de son âge. 4600 millions d'années. Elle est contemporaine de la mise en place du Soleil. Ce caillou est un fragment du Soleil initial et de la Terre qui se formait à ce moment-là. On a la chance de le trouver. Et c'est l'histoire qu'il vous raconte qui vous fait rêver. Après, on le caresse avec vraiment beaucoup plus de respect que l'aspect assez moche qu'a ce caillou. Et sur cette géodiversité antérieure, pendant 700 millions d'années sur la Terre, il y a de la nature. Vous avez du vent, vous avez de l'océan. On sait que cet océan, maintenant, il est extraterrestre. Maintenant, la signature géochimique de l'océan en deutérium nous prouve que cette eau, elle est venue d'ailleurs. D'ailleurs, ce caillou, je vous montre, c'est une comète, en fait. C'est un morceau de comète qui est tombé sur la Terre. Et là, vous avez sur cette géodiversité antérieure la vie qui va apparaître à partir d'une chimie prébiotique. Tout à l'heure, Joël parlait de la soupe primitive d'oparine. On a un petit peu avancé maintenant sur ces questions-là. Et c'est vrai que cette vie se forme des mêmes atomes qui constituent, en fait, l'univers depuis les origines. La vie n'est pas extraordinairement différente en composition. Elle est extraordinairement différente dans sa capacité, bien sûr, à se reproduire, à se régénérer. Et je vous ai mis 2 images d'écosystèmes. Je vous ai mis ici la forêt impénétrable de Bwindi, où on travaille en ce moment sur les derniers gorilles de montagne. Il en reste 800 à la frontière du Congo, du Rwanda et de l'Ouganda. C'est la guerre au Congo, on a des difficultés terribles. J'y étais il y a quelques mois, c'est très difficile. Et ces gorilles ne sont plus que là aujourd'hui. Et je vous ai mis ici un des écosystèmes marins que je préfère. On est au sud de la Nouvelle-Calédonie, où là, vous pouvez trouver effectivement, on fait des inventaires en ce moment, on peut trouver peut-être 5 à 6 000 espèces différentes sur 1 kilomètre de récifs. Les récifs coralliens, en surface, c'est moins de 3% de la surface des océans. Et c'est beaucoup plus que le tiers des espèces de l'océan. Donc en fait, en nombre d'espèces, le corail, c'est un peu la représentation de ce qu'est la forêt tropicale. Alors qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui sur cette diversité d'espèces ? On connaît un peu moins de 300 000 espèces dans les océans. Quand je parle d'espèces, je mets tout. Virus, bactéries, protozoaires, champignons, plantes et animaux. Je mets tout ce qui existe de vivant. Un peu moins de 300 000 espèces connues dans les océans et un peu plus de 1,7 million sur les continents. Les océans contiennent simplement à peu près 13% des espèces vivantes connues aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire que c'est la réalité, bien sûr. Alors voilà, c'est ça la biodiversité. C'est ce que je dis souvent aux ministres quand je fais mes conférences. Chacun imagine, oui, ils se battent pour le petit papillon aux yeux bleus ou le poisson perroquet. Non, on se bat pour tout ce qui est vivant. C'est ça la biodiversité. Et l'humain l'utilise depuis les origines. Alors en plus, en French guy, en Frenchman, quand je fais ces conférences aux États-Unis ou en Chine, c'est quoi un Frenchman ou une Frenchwoman ? C'est pareil. Sans son pinard, son fromage et son pain, il n'existe pas. Eh bien, ces éléments-là sont constitutifs de cette diversité qui nous entoure. Et on a si viscéralement besoin. Alors, on s'est mis à élever quelques espèces. Par exemple, celle-ci. Vous mangez combien de viande par an ? Regardez combien de viande vous mangez d'espèces. C'est ridicule. Quelques-unes, 5, 6. Ça veut dire que tous les humains de la planète mangent la même viande. C'est différent pour l'aspect aquatique. Dans l'eau de mer, on mange une bonne 50aine d'espèces. Mais sur les continents, c'est tout. On mange tous les mêmes espèces. Là, je montre que des mammifères. Les oiseaux, c'est pareil. Ça veut dire que l'humain a remarqué quelques espèces qui s'est mis à élever il y a à peu près 8 à 10 000 ans. Et puis, il les a emmenés partout aujourd'hui. Et ils font cette diversité, bien sûr, des élevages dans les agrosystèmes. Ce n'est pas sans poser des problèmes, d'ailleurs. Je vous rappelle que pour faire 1 kilo de vache en élevage, il faut 15 000 litres d'eau. Et vous savez qu'aujourd'hui, les grandes questions environnementales, c'est énergie, Joël en a parlé, c'est eau, c'est bien sûr biodiversité et climat. Tout tourne autour de là.
Alors, une goutte d'eau de mer, chez vous, à Biarritz, ce matin. J'aurais pu la prendre ce matin, cette goutte d'eau de mer. Je la passe en cytométrie en flux, je trie mes cellules par la taille, et après, avec des sondes moléculaires, je vais les reconnaître. J'ai des virus, des milliards de virus, j'ai des millions de bactéries, et j'ai des protozoaires. J'ai filtré ça avant, j'ai filtré ça à 1,5 micron pour avoir que le tout petit. Je ne veux pas avoir une patte de crabe dedans, je veux que les micro-organismes. Ce qu'on a fait durant la mission Tara Océan. J'étais avec Jean-Louis Etienne avant-hier, qui a prêté son bateau. Antarctica est devenu Tara. Et Tara, avec ce bateau, on a fait un tour du monde. On est en ce moment dans l'Arctique et on ramène là des centaines de milliers de micro-algues, de virus et de bactéries, bien sûr, ou des millions, qu'on va étudier, qu'on va typer moléculairement. Alors, on va les étudier pour faire une diversité spécifique, et aussi pour aborder ce qu'on évoquait tout à l'heure, aller y chercher peut-être des molécules à haute valeur ajoutée. Et ceci, c'est extrêmement intéressant. C'est vraiment la diversité de l'océan. Si je prends les virus, par exemple, un virus, pour le récupérer au laboratoire, je le centrifuge à 100 000 fois l'accélération de la Terre pendant 24 heures. Et là, j'ai ma particule virale qui, enfin, s'est sédimentée dans mon tube. Ça paraît rien. Et bien, si je somme la somme des masses des virus marins, c'est probablement plus que les forêts tropicales en biomasse. Vous voyez l'importance de ces micro-organismes dans les océans. Alors, ça c'est l'humain aujourd'hui. Ça c'est la plage chez moi, le 20 août dernier. Bon, c'est pareil à Biarritz, je sais que c'est pareil. Ça c'est une plage à Shanghai. Essayez de trouver 20 cm² pour mettre un gant de toilette sans marcher sur les tournées de la copie à côté. C'est ça. Et l'humain adore ça. Je vais discuter avec les touristes qui viennent l'été chez nous, c'est assez fascinant. On va économiser toute l'année pour, à Biarritz ou Argelès, arriver, retrouver le même collègue allemand ou hollandais avec lequel on cohabite tous les ans au mois de juillet pour boire la même bière, regarder le même Tour de France à la télé. C'est ça le fantasme aussi d'Homo sapiens. Mais ça crée bien sûr des problèmes environnementaux qui ne sont pas bien sûr petits. Et les humains se sont effectivement mis à pulluler, c'est une question importante, 7 milliards d'humains aujourd'hui, 9 demain. Moi j'ai passé le demi-siècle, depuis que je suis né, les humains se sont multipliés par 2,6, je ne suis pas le seul responsable, mais par 2,6 la population humaine. Donc évidemment, c'est quelque chose à prendre en compte en permanence. Dans cette population qui augmente avec frénésie partout, et beaucoup sur la côte, ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Guillaume est très important. 55% des humains sont au bord de la côte, ça sera pratiquement 75% d'ici 20 ans. Toutes les grandes villes du monde, cherchez celles qui ne sont pas au bord de la mer, il y a Paris, effectivement, Chicago, Moscou, toutes les autres, elles sont au bord de l'océan. Et bien sûr, ça pose des problèmes par la compétition aiguë de l'humain et la pollution, bien sûr, associée qui va se produire. Alors, ceci a amené un prix Nobel de chimie, Paul Crutzen, en 2000, à proposer un terme qui nous a assez plu à nous, écologues, c'est le terme d'anthropocène. La phase de l'histoire de la Terre, durant laquelle le plus puissant moteur de l'évolution n'est plus la longueur du jour, la hauteur des vagues, la température, le sel de l'océan, c'est l'activité d'une espèce qui, en plus, a le culot de s'appeler Homo sapiens. Il fallait quand même le faire. Quand vous regardez aujourd'hui, alors qu'on a appelé des tas d'espèces, Ferox, Atrox, Horribilis, Gulot, des serpents en particulier, nous on s'appelait Sapiens. Quand vous ouvrez votre journal aujourd'hui, ou vous regardez la télé, et que vous regardez les relations entre les humains entre eux, et entre les humains et les non-humains, je doute très fort que le premier terme qui vienne à l'esprit, ce soit effectivement Sapiens. Donc c'est clair aujourd'hui, où on mérite ce terme de Sapiens, durant ce 21e siècle, ou alors mon histoire va très mal se terminer. Je ne suis pas du tout un catastrophiste, mais mon rôle, en tant que président du muséum et professeur au Collège de France, c'est un genre de donneur d'alerte. Il est grand temps qu'on s'occupe de nous-mêmes. Et pour s'occuper de nous-mêmes, il faut commencer par s'occuper de notre environnement. Et l'océan, bien sûr, qui nous paraît si infini, si grand, si intouchable, est en plein dedans. Nous sommes en train d'abîmer très fortement cet océan. Demain, je vous parlerai des questions de l'acidité. Vous verrez, c'est considérable. Et ça affecte tout l'océan. Et c'est totalement lié aux activités humaines. 25 millions d'années, le pH, l'acidité n'a pas bougé dans l'océan. Et en 30 ans, l'océan est 30% plus acide. Je raconterai ça demain, il sera 50% plus acide à la fin de ce siècle. Donc je vous laisse lire ça, c'est ça les propos de Robert Barbeau, qui a fait ce livre superbe en 2006 qui s'appelle « Un éléphant dans un jeu de quilles ». Vous voyez, qui est l'éléphant et qui est le jeu de quilles, et qui nous raconte justement l'interférence entre l'humanité et la biodiversité. On a pris souvent l'exemple de l'île de Pâques, qui est un bel exemple, la mer d'Aral aussi, je n'ai pas le temps de vous développer ça aujourd'hui. Alors, ceci a amené des Américains de Californie à écrire un papier dans Nature en mars 2011 qui nous dit en fait, est-ce qu'on n'est pas en train de mettre en place en ce moment les conditions d'une 6e grande crise d'extinction, sachant que les paléontologues au muséum et ailleurs nous ont montré que sur 570 millions d'années, on a eu 5 grandes crises d'extinction. Qu'est-ce qu'on appelle une crise d'extinction? Il faut mettre une définition quand on utilise un terme. C'est, théoriquement, la disparition d'au moins les 3/4 des espèces, terrestres et marines, en un temps très court. Et c'est là qu'on va arriver au monde politique qui ne comprend pas, parce que la notion de temps est complètement différente. Je vous parle de centaines de millions d'années ou de milliards d'années. Eux, ils nous parlent de 5 ou 10 ans ou de 20 ans.
Je suis allé à Rio l'an dernier, j'étais totalement déçu par la situation. On a oublié l'océan à Rio l'an dernier. On a oublié la biodiversité. On a parlé un peu de tourisme durable, ce qui veut dire qu'il faut réagir. Et pour réagir, c'est vous, société civile, dans laquelle je mets les chercheurs, je mets les entreprises aussi, qui pouvons réagir. Il faut se retrousser les manches tout de suite, c'est très important. Donc, les raisons sont effectivement destruction et pollution, le milieu marin étant particulièrement touché. C'est surexploitation, les pêcheries, le thon. En Méditerranée, chez moi, on a détruit en 7 ans 83% des thons rouges. 83% en 7 ans. Pour des raisons très cupides. Le thon rouge, il valait, avant 2000, il valait à peu près 3 € le kilo. Aujourd'hui, il s'est vendu une femelle de thon à Tsukiji, à Tokyo, cette année. Vous êtes bien assis ? 1,2 million d'euros. C'est au moins 100 € le kilo pour les sushis, les sashimi. Alors, quand on aime bien sa copine, on lui achète quelques grammes de sushi, ça remplace le caviar. Et ceci amène bien sûr à une destruction systématique des ressources. Même les protéger, c'est très difficile parce que c'est très compliqué. Je crois que mes mots-clés, c'est arrêter cette cupidité qui mène l'économie mondiale. Les entreprises commencent à le prendre en compte, bien sûr, évidemment. Ça veut dire qu'il faut être beaucoup moins arrogant, première question, beaucoup plus partageur, beaucoup plus d'humilité, partager, respecter, et surtout arrêter de détruire l'harmonie des milieux naturels en mettant tout et n'importe quoi à la place. Troisième raison, c'est la dissémination d'espèces qui deviennent invasives. Cette microméduse arrive par un bateau américain en mer Noire en 1980. 10 ans après, 1 million de tonnes de biomasse de mnémiosis. Je ne sais pas quoi en faire. Maintenant, on va aller chercher un truc qui les bouffe aux États-Unis, qu'on va ramener en mer Noire. Vous voyez le genre de trucs comme ça. Ça, c'est les choléres en Méditerranée, vous les connaissez bien. Ça sont des légionella dans des cuves de pétroliers géants qui font le tour du monde tous les jours. Et là, je vous ai mis Alexandrium. Très sympa, petite algue. Il y en a plein ici en face de Biarritz. Très sympa. Mais dès qu'on l'embête un petit peu, elle vous élabore une toxine qui en 20 minutes vous tue. Et ça, on fait le tour du monde avec. Il s'échange 3000 espèces vivantes par jour à partir des pétroliers et des ballastages de grands tankers. Donc ces questions sont absolument fondamentales, bien sûr. Et enfin, le climat, je mets que le climat en dernier exprès. D'abord, destruction et pollution, surexploitation des stocks, on pêche de moins en moins, de plus en plus petit, on dissémine partout des choses qui peuvent être très dangereuses pour les humains, et le climat change, et dans l'océan, ce n'est pas que la température, c'est aussi la remontée du niveau des océans. Le rapport du GIEC de la semaine dernière nous dit quoi ? On va revoir un petit peu à la baisse les prévisions pour la température, par contre on va revoir à la hausse les prévisions de remontée des eaux. Ici, la région va avoir des difficultés à se faire. La Camargue n'a plus 20 ans devant elle aujourd'hui. Et ça, c'est inéluctable, on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. On ne peut pas l'arrêter. Et ce n'est pas les digues qui vont changer quelque chose. Donc, et au Vanuatu, le pH est très bas, ce n'est pas les fautes des gens du Vanuatu. L'eau remonte, ces gens-là vont partir. Donc, c'est des choses très, très importantes. Chaque changement environnemental a un impact social. Ne l'oubliez jamais. Alors, ceci a été mis en musique par un gros rapport de 1400 écologues du monde entier en 2005. Une commande des États de 2000. On mettait en évidence l'état de la planète. C'était The Millennium Ecosystem Assessment, où là, on dit deux choses. On remet au goût du jour une notion qui est la notion de service rendu par les écosystèmes, d'un côté. Et enfin, on élabore, on regarde un peu la disparition des espèces. On avait dit 1000 à l'époque, on a revu à la baisse depuis. Les espèces s'en vont à un rythme environ 100 à 300 fois plus fort, ce que nous démontrent les paléontologues depuis 600 millions d'années. Donc, question éthique évidente, pourquoi on accepterait, nous, en 2 siècles, de faire disparaître la moitié des espèces ? Et après, tout ce qui va avec, bien sûr, qui est relié. Que sont devenus, je prends les grottes ornées, Lascaux, Altamira, pas loin d'ici, Chauvet, 33 000 ans, 14 000 ans, 16 000 ans, ils sont partis, il n'y en a plus. Que sont devenus les éléphants nains des îles de Méditerranée ? Il y avait 16 espèces d'éléphants nains en Crète, en Sicile, à Chypre. Vous imaginez, comme ça, adulte, vous imaginez ça en laisse ici, j'aurai un succès fabuleux. On les a bouffés, tout bouffé. Les humains arrivent il y a 8 000 ans sur ces îles et les mangent. Le grand pingouin arctique, le pigeon migrateur, pourtant qui était ultra abondant, le dodo, quand on parle effectivement des îles de l'océan Indien tout à l'heure, et puis récemment le beiji, dauphin du Yangtze, que l'agence Chine Nouvelle annonce définitivement éteint en 2007, hier. Je suis allé faire une campagne en Chine pour essayer de trouver les derniers, il n'y en a plus. Aucun n'a répondu à nos appels de sonar. Ils sont partis dans l'indifférence générale. On peut me dire, je m'en fous. Je m'en fous, de toute façon, ce machin-là, il vivait dans le Yangtze-Kiang, moi j'habite Biarritz, j'en ai rien à cirer. Cet animal-là, vivant dans une eau tellement chargée en particules que quand vous mettez votre main dans l'eau, vous ne voyez plus vos doigts, avait développé un fabuleux sonar. Tout à l'heure, Joël n'a pas prononcé le mot, mais en fait, ce qu'on fait, c'est de la bio-inspiration ou du biomimétisme. On va chercher dans la nature des réponses à des choses. Et bien, lui avait très bien répondu. C'est fini.
on ne pourra plus l'étudier, il n'y en a plus de BHJ. Alors maintenant, on veut me le cloner maintenant à partir des cadavres et des dépouilles qui sont dans les musées en Chine. De qui se moque-t-on? Il y a un projet au Brésil de cloner des espèces, de détruire entièrement la forêt amazonienne, de recloner ce qui nous plaît, comme ça on ne fera pas les moustiques, et on repart à zéro. Voilà l'arrogance que j'évoquais tout à l'heure, qui est insupportable. Qui est un truc de mec d'ailleurs en plus. Hein. C'est vraiment très macho tout ça. Alors, l'UICN nous démontre quoi? Eh bien que sur 4 siècles, sont partis officiellement 900 espèces continentales, et dans les océans, étrangement, que 18. Pour une raison très simple. D'abord, il faut être quand même très présomptueux pour un biologiste de dire qu'une espèce a disparu en mer. Hein. Parce qu'on ne peut pas faire le tour de l'océan, c'est compliqué. Hein. Il y a la rétine de Staller, la grosse vache marine, quelques oiseaux qui ne sont pas vraiment des animaux marins. Les oiseaux, ils viennent quand même se reproduire à terre. Il n'y a qu'un seul poisson officiellement déclaré disparu en 4 siècles. Donc, ce n'est pas un bon chiffre pour les océans. Dans les océans, ce qu'on regarde, ce n'est pas la disparition d'espèces. C'est bien sûr l'effondrement des stocks. Ça, oui, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on sauve? Alors, mes amis des ONG se battent pour ça. Je suis souvent avec eux, on travaille beaucoup. On était à la conférence environnementale la semaine dernière. Le loup, le panda, le tigre. Alors, je serais profondément malheureux quand ils vont partir. Il n'y a plus de place pour les tigres aujourd'hui dans la nature avec les humains à 7 milliards, ça c'est clair, à 9 encore moins. On va les sauver dans des parcs, dans des réserves, on va les cloner pour les garder dans les eaux. Mais en fait, c'est pas pour ça qu'il faut qu'on se batte. C'est ça. Nous, on se bat pour le vrac. Vous avez vu, je lui ai même mis une puce exprès. On se bat pour le vrac. Les bactéries des cheveux de la jeune fille qui sont là, celles de mes trous de nez, c'est ça en fait la biodiversité. Et cette biodiversité dite ordinaire, générale, elle est fondamentale. Gardez quelques orties au fond du jardin pour garder les papillons, petites tortues. Mettez pas des pesticides partout, insecticides partout. En ce moment, en Chine, vous avez des régions de Chine où les abeilles ont disparu. Tellement on a mis d'insecticides. Alors c'est simple, on a fait le calcul. On perd 40% de la production mondiale de denrées alimentaires pour les humains en plantes. Tout ce qui n'est pas céréales, tout ce qui est fruits et légumes, il faut des abeilles pour les féconder les fleurs. Ça ne marche pas sinon. Donc ce sont les femmes qui font le boulot à la place des abeilles. C'est toujours les femmes qui travaillent en Chine. Donc on a calculé le coût. C'est facile à calculer. Ramener à la planète, le coût, 180 milliards de dollars par an. Simplement faire le boulot des abeilles si elles s'en vont. Les abeilles se sont effondrées. Aujourd'hui en Palestine, il reste quoi? 30% des abeilles. Je vois ces lamentations des éleveurs américains qui me disaient récemment dans l'Idaho, quand ils partent en février pour amener leurs ruches en Californie pour féconder les amandiers, les ruches arrivent à moitié vides. Il n'y a plus d'abeilles. Elles sont parties. Et tout ça lié, bien sûr, à la pullulation, toujours du même, l'homo sapiens que j'évoquais tout à l'heure. Alors, dans mes propos, il n'y a absolument aucun propos culpabilisant ou de reproche particulier. C'est un propos de d'aiguillonnage pour réagir. Utilisons nos neurones pour réagir différemment. Sans égoïsme, tout est là. Dans les grandes conférences environnementales, Rio, je vous disais, la conférence de Paris avant-hier, même pantalonnade, il n'y a pas de scientifiques. C'est uniquement des ONG, les syndicats, les organisations effectivement territoriales. Le scientifique, il vient de temps en temps, il fait son discours et après il s'en va. Donc c'est vraiment quelque chose là où il faut travailler différemment. Il y a des pays qui font beaucoup mieux que nous, bien entendu. Alors ce sont les transports par les pétroliers géants. Donc on a fait des calculs divers et variés de transport de ces bactéries. Ce sont des salmonelles, des virus et des legionella dans des cuves de tankers géants. Tout ça fait le tour du monde tranquillement, gratos. Alors en fait, on montre effectivement que ces organismes microscopiques de l'océan aujourd'hui sont assez généraux, on trouve les mêmes espèces un petit peu partout. L'océan est ouvert, il y a un seul océan, il n'y en a pas beaucoup. Et cette diversité est répandue effectivement globalement de la même façon dans tous les océans. Je passe rapidement là-dessus. Donc on a fait des comptes sur les organismes. Il y a combien d'espèces sur la Terre et dans l'océan? C'est une vraie question. Et étrangement, on arrive effectivement à des chiffres très bas. Pour les bactéries, on est vraiment à des chiffres qui sont assez ridicules. On ne connaît pas plus de bactéries que d'oiseaux, par exemple. Alors la question c'est, ou bien on n'a pas fait notre boulot, ou alors on ne sait pas trop ce que c'est qu'une espèce de bactérie. C'est très compliqué à préciser ce qu'est une espèce de bactérie, parce que comment entre elles, elles échangent sans arrêt des gènes, il faut beaucoup plus de temps pour faire une bactérie qu'une girafe, en fait, paradoxalement. La girafe, elle est fixée, très bien, elle évolue au cours du temps. Ma bactérie, elle évolue en permanence, changeant d'une espèce à quelque chose qui rapidement sera aussi une nouvelle espèce. Donc c'est difficile. Aujourd'hui, on est après sur un chiffre de 20 millions d'espèces qui existeraient. Alors c'est simple, on en connaît tout à l'heure, je vous ai dit 2 millions. 20 moins 2, ça fait 18 millions encore à trouver. Alors j'ai regardé, dans tous les musées du monde, les rythmes actuels de description des espèces sont entre 16 000 et 18 000 nouvelles tous les ans. À ce rythme-là, il nous faut 1000 ans. 1000 ans simplement pour décrire ce qui est encore avec nous aujourd'hui. Et on sait qu'on en aurait perdu la moitié à la fin de ce siècle. Donc il y a du boulot. Donc ça, c'est les travaux faits en médecine sur comment les hommes se contaminent à partir de cette diversité biologique. Donc sur les maladies infectieuses, vous avez donc le pathogène chez l'animal, mais jamais trouvé chez des humains.
sauf dans des trucs incroyables où on a transfusé un type avec du sang d'animal, ça s'est mal terminé pour lui d'ailleurs, il a chopé un truc qu'aucun humain n'avait jamais eu, donc complètement pas normal. Deuxième cas, le pathogène est présent chez l'animal, il se transmet à l'homme mais pas entre hommes. L'anthrax, le Nipah, les rabies, le West Nile virus, qui nous pose des gros problèmes en ce moment, dans toute l'Afrique intertropicale. Donc on se contamine de l'animal, mais il fait un cycle d'humain à humain. Troisième cas, c'est le pathogène chez l'animal, mais qui font ensuite un ou plusieurs cycles chez l'homme. Ça, c'est Ebola. Ebola nous a tués, il y a 4 ans, 85% des gorilles d'une réserve. Hein. J'étais en Ouganda il y a quelques temps. À 22 km de là, dans un village, il y a eu 14 cas de mort par Ebola. Hein. Une infirmière qui était partie à Entebbe est morte la semaine suivante. C'est extrêmement puissant et actif. On ouvre les forêts du Gabon, on règle le problème de surpopulation. Hein. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, ce sont des choses qui sont très, 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 très particulières. Mais justement, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Le Marburg, c'est pareil. Après, vous avez le cas des pathogènes animaux transmis aux humains, infections entre hommes. La fièvre jaune, la dengue, la grippe, le typhus, la maladie de Chagas en Amérique du Sud, le choléra. Et enfin, vous avez les pathogènes qui sont maintenant uniquement chez l'humain, venus d'animaux ancestralement, qui sont venus chez l'humain et qui sont maintenant plus qu'affectant l'homo sapiens. Tout ça dans un contexte général d'évolution de ces micro-organismes qui font que c'est de l'écologie de base. Quand j'ai lu un papier récemment disant que des chenilles mangeaient les maïs transgéniques de Monsanto, c'était évident que ça allait arriver. On allait contourner le système, le transgène ne marche que pour cette chenille-là, pas pour une autre. Récemment, j'ai un collègue qui est médecin au Val-de-Grâce à Paris qui me dit que les soldats français qui rentrent des opérations partout dans le monde reviennent avec des choses très banales. Hein. Pseudomonas, aéromonas, staphylocoque, totalement résistants à tout. C'est foutu. On a perdu la guerre contre les antibiotiques. Donc il faut trouver autre chose. Heureusement, on a d'autres possibilités, hein, mais celle-là, on allait forcément la perdre en l'utilisant à tort et à travers pour faire tout et n'importe quoi. Donc je passe là-dessus, c'est le decoy, c'est un système qui a été montré par des Américains qui montre que plus on affaiblit la diversité et plus les maladies se transmettent. Donc simplement, maladies nouvelles, Lyme, légionellose, Ebola, le HIV, le sida, le chikungunya, la grippe et la dengue, tout ça sont des pathologies qui sont développées depuis très récemment, hein, avec des prévalences un petit peu partout. La tuberculose, André Capron me disait en fait, cette tuberculose qu'on croyait avoir éradiquée, si importante au début du XXe, revient. Chez des gens qui sont effectivement immunodéficients, mais elle revient. Et le bacille de Koch résistant à tout. Donc tout ce qu'on croyait gagner pour toujours ne l'est pas. Le choc, ça a été la publication par l'INSERM en janvier cette année, que les Françaises avaient perdu 3 mois d'espérance de vie en 2012. Et moi, je travaillais là-dessus. Donc, les Japonais, ça fait 4 ans qu'elles perdent de l'espérance de vie. Les Américaines aussi, parce que les filles vivent un peu plus que les garçons. C'est comme ça. Hein. Donc, on est sur un système où, d'abord, ça s'amenuise entre les garçons et les filles, parce que les filles commencent à avoir le même rythme d'offre au danger que les garçons. Et surtout, on se rend compte que cette espérance de vie qu'on nous garantit comme grandissant en permanence, symbole du progrès, c'est pas du tout ça. Les Russes ont perdu 16 ans d'espérance de vie en 20 ans. Vive la vodka, hein, quand on a détruit un système social. Donc, vous voyez que ces critères du progrès, le PIB par exemple, ou l'espérance de vie, ça ne marche pas. Il faut trouver autre chose. Et c'est quoi le progrès? C'est la vraie question. Donc on revient à l'océan, Joël a un peu évoqué ça, je passe rapidement. Sur tous les produits qu'on sort de l'océan, on en a trouvé aujourd'hui 23 000 produits différents, anticancéreux, antibiotiques, antiviraux, antichampignons, immunostimulants, immunosuppresseurs, beaucoup dans les éponges marines. Et maintenant, on allume, par exemple, en biologie moléculaire, des travaux chez une mouche, chez une drosophile ici, grâce à une protéine de fluorescence verte de méduse, une méduse qui a inventé ça il y a 600 millions d'années, en savoir qu'un jour arriveraient des humains, qu'elle ait tiré parti, effectivement, de cette capacité à fluorescer dans le verre pour nous allumer des belles images en biologie moléculaire. La mucoviscidose, on a beaucoup travaillé dessus avec des collègues à Brest. On a travaillé sur les gènes ancestraux de cette maladie. Chez l'humain, c'est une mutation sur un transporteur de chlore. C'est super intéressant, ça. Parce que le chlore, par définition, c'est un atome de l'océan. Comment le transporteur de chlore chez l'humain, lorsqu'il est muté, amène une maladie comme la mucoviscidose? C'est comme la maladie en fait, récessive génétique chez l'humain la plus fréquente en France. Hein. Là, dans la salle, il y a un porteur sur 16 ou 17 de la mutation de la mucoviscidose. Et si vous avez des parents effectivement, qui s'apparient, tous porteurs de la mutation, vous avez une malchance sur 4 de faire un bébé qui sera porteur. Et lui va avoir de dramatiques problèmes, bien sûr. Alors, on travaille beaucoup là-dessus. Et on a pu démontrer justement qu'au cours de l'évolution, ce gène, on l'a retrouvé, nous, dans des glandes rectales de requins. Et on l'a retrouvé dans les branchies de saumon. Hein. Donc, on a travaillé sur les mutations sur le gène qui amènent à la mucoviscidose, qu'on a comparé aux travaux qu'on avait faits chez les animaux aquatiques. C'est super intéressant parce qu'on a une belle relation entre le type du changement sur le gène et la sévérité de la maladie.
On travaille beaucoup sur la régénération osseuse en prenant des fragments de corail ou des fragments de coquilles d'huîtres, ça marche très bien. C'est beaucoup mieux qu'un morceau de plastique ou un morceau de ferraille. Et on arrive à recréer une croissance osseuse à partir justement d'un fragment ici dans un fémur de grandes huîtres du Pacifique. Ça, c'est vraiment pour la chirurgie du futur en réparation, ça sera extrêmement intéressant. On travaille sur le cancer énormément aussi, bien sûr. Le cancer est toujours lié à un dysfonctionnement de molécules qu'on appelle les cyclines, qui ont été découvertes d'ailleurs grâce à un animal marin. C'est grâce à l'étoile de mer qu'on découvre la molécule clé du cancer. Prix Nobel de Timothy Hunt en 2001, c'est récent. Et effectivement, les animaux marins sont d'excellents modèles pour faire ça. Donc je vous montre quelques exemples ici de prix Nobel de médecine à qui, grâce à des modèles marins de chez nous, les nôtres, Metchnikov a son prix Nobel la phagocytose grâce à l'étoile de mer. Charles Richet, je vais à Monaco d'ailleurs le 7 novembre prochain, je vais faire une conférence pour célébrer le centenaire du seul prix Nobel de la principauté monégasque. Charles Richet a le prix Nobel en 1913 pour la découverte du choc anaphylactique. Il découvre ça grâce à du venin de méduse sur des chiens. Donc on va célébrer ça à Monaco dans un mois. Von Warburg a son prix Nobel lui en 1931 pour sa découverte de l'antipolyspermie, grâce aux oursins. Il montre comment effectivement, une fois qu'un œuf est fécondé, quand le premier spermatozoïde est rentré dans l'ovocyte pour pas qu'un second rentre, le micropyle se ferme, c'est grâce à des vagues de calcium. Ils trouvent ça grâce à l'oursin. Hodgkin et Huxley, eux, ont leur prix Nobel transmission de l'influx nerveux grâce à l'axone de Kalmar, un cadeau des dieux de la diversité. L'axone de Kalmar, le nerf de Kalmar est 1000 fois plus gros en section qu'un nerf humain. Leur microélectrode de verre marche là-dessus, ça fonctionne. Campbell, sa découverte, lui, des bases de la mémoire, il travaille sur Alzheimer. Et 3 milliards de neurones dans un crâne humain, c'est un peu compliqué. 20 000 neurones chez une limace de mer. Et découvre les bases moléculaires de la mémoire de cette limace de mer qui se rappelle qu'elles aiment la lumière 3 heures, 3 jours ou 3 semaines. Timothy Hunt, c'est la découverte des molécules clés du cancer chez l'étoile de mer. Shimomura, c'est les protéines de fluorescence verte de méduse. Et en 2009, Joel Sostak, Elizabeth Blackburn et Carol Greider ont le prix Nobel pour leurs travaux sur le vieillissement, grâce à un truc complètement, apparemment sans intérêt, qui s'appelle tétrahéména et qui vit dans les flaques d'eau. Donc voilà comment la diversité vous amène à de fabuleuses découvertes de portée universelle, y compris avec des implications médicales, à partir de la diversité. Ça, c'est l'histoire des yeux, qui est une très belle histoire. Tout à l'heure, Joël disait la vie apparaît dans l'océan, bien sûr. Et Walter Gehring, prix Nobel en 1995, s'intéressait aux yeux. Et il travaille chez la mouche drosophile. Et il montre en fait que le même gène met en place des yeux chez une coquille Saint-Jacques, un pétoncle, une palourde, un humain, un calmar ou une mouche. Et je vous ai mis quelques beaux yeux d'humaine et les yeux du chat ici à la maison. Tout ça est codé par la même séquence génique apparue dans l'océan. Alors ils ont fait un boulot fantastique parce qu'on avait des souris sans yeux à Neridia et on montrait effectivement la séquence d'ADN qui manquait. Quelques mois après, ils trouvent ça chez la mouche et ils montrent que c'est la même séquence chez la mouche que chez la souris. Alors ça commence beaucoup à interpeller les gens. C'est pas possible, vu la différence de nos yeux avec ceux des autres, que la même séquence d'ADN les mette en place. En gros, il faut 2000 gènes pour mettre en place un œil, mais là, le master gene s'appelle PAX6, et c'est lui qui contrôle ces 2000 gènes. Il contrôle toute la cascade de gènes qui mettent en place un œil. Donc c'était super intéressant. Donc, il raconte ça à Héracléon. Tout le monde se fout de lui, évidemment. Vous rigolez, c'est pas possible que c'est les mêmes gènes qui codent un œil de limace, étoile de mer ou de méduse. Furieux, il rentre chez lui, et c'est la différence entre un chercheur normal et un prix Nobel. Il dit à ses étudiants, on ne dort pas pendant 3 jours, on va surexprimer ce gène chez la mouche. Une semaine après, ils font la une du New York Times avec des yeux partout, sur les pattes, ici, des yeux sur les pattes, ici, des yeux sur les antennes, des yeux sur les ailes. Donc on surexprime le gène, ils font des yeux partout, on invalide le gène, il n'a pas d'yeux. Et après on change. On enlève le gène de la mouche, on remplace par le gène de l'humain, ça marche très bien. On n'a pas osé faire l'inverse sur l'humain, mais ça marcherait très bien. Donc c'est pour vous montrer effectivement que c'est le territoire moléculaire et cellulaire qui fait que l'œil sera humain ou un œil de sèche. Mais c'est la même séquence génique qui travaille au début. Et ça vient de l'océan, tout ça. Je vous ai mis ici une coquille Saint-Jacques que j'aime beaucoup. Elle a 1000 yeux bleus magnifiques ici sur le bord du manteau. Et ça, ce sont des méduses avec des yeux sur des tentacules de méduses. C'est vraiment un œil. Ça accommode, il y a un cristallin. Et il montre récemment, Walter, que chez Erythropsis, qui est une petite algue de Méditerranée, qui ressemble à un œil, et qui se positionne dans l'océan vis-à-vis de la lumière, il montre très bien effectivement que ceci est lié aussi, non pas à ce même gène, mais à un pré-gène qui était là dans l'évolution beaucoup avant. Voilà, je finis simplement en vous disant que comment l'humain réagit face à tout ça. Il fait des conférences. L'humain est excellent pour faire des conférences. Rio en 92, Johannesburg en 2002, on a le culot de dire on s'engage avant 10 ans à supprimer l'érosion de la biodiversité. Je ne vous raconte pas où on en est aujourd'hui, en 2013. Janvier, le président Chirac à Paris lance IMOCEB, qu'on a traduit par IPBS aujourd'hui. Conférence de Paris de l'UNESCO, on dit on a tout raté. Là, je vois l'optimisme d'Homo sapiens. On a tout raté. En 2010, c'est pas grave, on remet les chances à 2020. 2019, ça fait assez moche. En 2020, on aura arrêté l'érosion de la biodiversité.
Alors je faisais la conférence d'ouverture, je leur dis, écoutez, expliquez-moi comment on va réussir ce qu'on a tout raté entre 2002 et 2010, entre 2010 et 2020. Et on est en 2013, et c'est bien plus moche qu'en 2010. Donc il y a du boulot. Conférence à Rio l'an dernier, et les conférences de Paris qui ne ramènent pas beaucoup grand-chose. Donc il y a vraiment un effort différent à faire. Tous les clignotants sont en rouge. Ici, un travail dans Science qui nous montre que la biodiversité, elle s'en va, que les pressions sur elle augmentent et que l'humain tire de moins en moins de bénéfices de cette diversité. Ici, on nous annonce une 6e grande crise d'extinction. Si on ne change pas, je pense qu'on va encore changer. Très beau papier à Rio l'an dernier où on nous montre qu'il y a une relation immédiate entre les impacts du changement climatique, les impacts du nombre d'espèces qui s'en vont et la pauvreté. Qui trinquent en premier? Toujours les mêmes. Les femmes, les pauvres à la périphérie des villes. Toujours pareil. Regardez par exemple ce qui s'est passé en Irak, en Afghanistan. 700 milliards de dollars, ce qu'on aurait pu faire avec ça. Les talibans reviennent à Kaboul, première mesure, les petites filles ne vont plus à l'école. Voilà des choses qui sont effectivement intéressantes à discuter aujourd'hui. C'est de l'écologie, ça aussi. Donc pour terminer, pour nous montrer que l'humain, aussi orgueilleux et arrogant, il n'est pas tellement différent du système. Je vous ai mis la composition de l'océan ici au large, de Biarritz. Et je vous ai mis ici votre sang à vous en ce moment-là. Qu'est-ce que fait dans du sang humain du potassium, du sodium, des chlorures? Expliquez-moi un petit peu à quoi ça sert. Pourquoi mon iode il est là dans ma glande thyroïde là? Parce que la vie, il y a 600 millions d'années, a été allée chercher de l'iode dans l'océan. Et il a dit pour faire une molécule qui va devenir une hormone avec 1 iode, 2 iodes, 3 iodes ou 4. La thyroxine, c'est 4 iodes sur un acide aminé. C'est ça l'histoire de cette diversité en fait, qu'on évoquait tout à l'heure. Et ça vous montre que l'humain n'est pas du tout différent du reste. La vague de chaleur en France en 2003, voilà comment meurent les Français sur 50 ans en moyenne, travail de l'INSERM, et voilà comment on est mort en 2003. 2 degrés d'écart. Chez un pays aussi développé que la France, ça fait 15 000 morts. La vague de chaleur en Russie en 2009, on n'en a pas parlé en France, tout le monde s'en foutait, c'était des Russes. 100 000 morts en Russie en 2009, la vague de chaleur. 13% des blés d'Ukraine brûlent. Ça déclenche des émeutes de la faim dans le monde entier. Ça continue à indexer le prix du blé, indispensable à l'humain, sur le pétrole. Ça n'a aucun sens. C'est une économie qui n'a absolument aucun sens. Donc pour terminer, cette biodiversité, c'est une priorité scientifique. Il faut qu'on travaille dessus. J'essaie de faire ça, comprendre aux hommes politiques. C'est une priorité économique. Il faut réconcilier économie et écologie. Ça, c'est fondamental. Il faut penser l'économie différemment. C'est absolument clair. C'est un enjeu éthique qu'on a évoqué, et c'est aussi un enjeu social. On est en plein là-dedans aujourd'hui. Voilà, ça c'est la dernière image. C'est des colloques que j'ai organisés au Muséum. Je ferai le tome 4 l'an prochain au Collège de France, si vous voulez venir, 22 et 23 mai prochain. On fera le tome suivant. Est-ce que l'humain peut s'adapter, s'accepter lui-même? Qu'est-ce qu'on nous rétorque? Le déni ou la triche? J'ai écouté Armstrong l'autre jour, qui parlait à la télé. Il dit on ne peut pas gagner le Tour de France, pas dopé. Diantre. S'il n'y avait aucun type dopé, il y aurait bien un vainqueur du Tour de France. Et tout est là, en fait. On se joue avec soi-même, on fait la politique de l'autruche, on se shoot pour faire mieux. Alors qu'on a des limites physiologiques qu'on est en train d'atteindre. Les records du monde, c'est terminé. On est sur quelque chose, on a regardé avec mes collègues médecins à Paris, on a modélisé 3240 records du monde en athlée, en tout ce que vous voulez. Tout temps aux asymptotes, c'est normal, il y a des limites quelque part, sauf par la technologie, ou alors effectivement par le dopage qui est autre chose. Ou alors on dit c'est pas vrai. On a quand même du mal maintenant à convaincre des gens que l'homme n'est pour rien dans le changement climatique. Et là, je vous ai mis donc cette jeune fille qui est en Namibie, je ne sais pas quel âge, elle a 15 ans, elle fait ses courses. Elle achète de l'eau d'évian à Windhoek dans des bouteilles de plastique qui relarguent des perturbateurs endocriniens, du bisphénol. Et puis ici, je vous ai mis un crâne que j'ai trouvé dans un cimetière amérindien au Canada, qu'on avait jeté de la tombe, et Dame Nature a fait pousser de la mousse dessus. Alors bien sûr, en biologie, moi je gratouille tout le temps. Je gratouille ce crâne, ça grouille de bestioles. Il y a des colamboles, il y a des acariens, il y a des tardigrades. Mais l'humain qui est en dessous, il ne peut plus tellement parler de biodiversité. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.